Parfait. Donc bonjour à tous, bienvenue à ce premier webinaire du laboratoire de l'hiver. Nous allons parler aujourd'hui de l'hiver en temps de Covid, comment adapter nos espaces publics. Nous avons 3 intervenants aujourd'hui pour aborder ce sujet. Tout d'abord, Olivier Legault, cofondateur du laboratoire de l'hiver. Catherine Gérard-Lantagne, qui est directrice de la programmation au quartier des spectacles ou au partenariat des quartiers des spectacles, si je ne me trompe pas. Et Jérôme Glad, cofondateur de La Pépinière. Donc, ce webinaire va durer approximativement 1 heure. Il est enregistré, donc vous allez pouvoir aussi le retrouver par la suite sur le site internet de La Pépinière Espace Collectif. Aujourd'hui, c'est moi, Isabelle, la responsable des communications à La Pépinière Espace Collectif, qui va être votre modératrice. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le chat ou via le Q&A. Puis, je pourrai vous répondre en direct. Vous pourrez aussi me contacter par la suite par courriel. Mon courriel est indiqué dans vos invitations Eventbrite. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je vous enverrai par la suite le webinaire qui sera enregistré et également un petit sondage pour savoir comment vous appréhendez cet hiver. Donc, pour commencer, nous allons avoir des brèves présentations de chacun des panélistes. Puis, par la suite, on va faire une session questions-réponses. On a reçu de très nombreuses questions par courriel déjà, donc nos panélistes vont essayer d'y répondre dans leur présentation. Si votre question n'a pas été répondue, n'hésitez pas à m'écrire par courriel par la suite ou alors participer tout à l'heure à notre session questions-réponses. Durant tout le webinaire, votre micro et votre vidéo sera fermé. Donc, pour poser des questions, il va falloir que vous leviez votre main. Vous avez cette option à côté de votre nom. Donc, levez votre main pour indiquer que vous voulez prendre la parole et on répondra à votre question. Donc, on va commencer tout de suite avec la présentation d'Olivier Legault, cofondateur du laboratoire de l'hiver. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être présent. Le laboratoire de l'hiver, hein, c'est quoi ça? Si ça fait pas, si vous n'avez pas encore entendu parler de l'organisation, c'est une organisation qui est née en 2019, qui a été créée par La Pépinière Espace Collectif, Vivre en Ville et Rue Principale. Donc, ces 3 organisations-là ensemble et le laboratoire de l'hiver, ça fait ça fait 15 projets de placemaking en contexte hivernal. C'est des centaines d'heures de recherche sur les villes d'hiver, puis c'est une publication Ville d'hiver qui a été publiée par Vivre en Ville. En se regroupant, bien, ça fait qu'on cumule cette expérience-là, mais finalement aussi, on agit autant dans le domaine de la recherche que le domaine de la ville d'hiver plus largement, comment faire pour que l'aménagement de notre ville reflète la réalité hivernale et de l'entretien qui doit être fait. Puis, bien entendu, ben, de prototyper des projets d'espace public. Autant l'espace public qui est un parc ou une place ou une rue commerciale, une rue principale. Donc, c'est un peu les fondements de ça. Puis aujourd'hui, dans le fond, je voulais vous présenter l'initiative qu'on a fait l'an dernier. Donc, à notre première année d'activité, on a fait le Labiver Médéric Martin, qui est un parc à côté du métro Frontenac à Montréal. Donc, un parc vraiment de quartier, là. Puis, ben, présenter un peu c'est quoi nos réflexions, l'état de nos réflexions pour cet hiver. C'est un peu rapidement, ça va être ça. Donc, sans plus tarder, allons-y. Donc, voilà, je crois que vous êtes supposé bien voir la présentation. Donc, en gros, là, le Labiver Médéric Martin, on est parti un peu avec ça au début de l'hiver. C'est un projet qui finalement, où on s'est entendu assez tard dans la saison. Je pense que donc on a commencé début janvier. Notre défi qu'on s'était donné, eh bien, c'était d'ajouter une nouvelle activité à chaque semaine qui serait bien adaptée aux conditions météorologiques du moment. Pourquoi ça? Parce que là, on est dans un parc où il n'y a pas de patinoire. À Montréal, un parc où il n'y a pas de patinoire, bon, c'est un parc pour aller promener son chien, mais c'est à peu près essentiellement ce qui se passe, sauf exception. Donc, c'est un peu des espaces finalement où bon, il n'y a pas grand, tu sais, sont pas très attrayants.
mais finalement, ben, c'est là qu'il y a de la belle neige, c'est là que l'hiver peut être super beau. Mais en même temps, ben, on est à Montréal, dans une ville d'hiver mouillée où on ne sait jamais quand il va nous pleuvoir dessus, qu'il va y avoir de la grosse slush partout, puis que ça va glacer à -30 la journée d'après. Donc, c'est la réalité, je pense, de bien des villes là, plus dans le sud du Québec. Donc, cet objectif-là de s'adapter aux différentes conditions météorologiques, c'était d'être en résonance avec la réalité de l'hiver montréalais qui est très variée finalement. Puis de commencer au mois de janvier, puis de finir ça en mars là, avec la belle saison brune et la saison des crottes de chien qui dégèlent avec les bancs de neige qui fondent. Donc, c'est finalement un moment qui a beaucoup de défis. Donc, vous voyez le parc Médéric-Martin. Donc, ce que vous voyez à gauche de l'écran, c'est vraiment la section nord. Il y a une légère pente qui se dirige vers l'espèce de rond que vous voyez dans le milieu, qui est une pataugeoire entourée de petits bâtiments, qui mène à un espace de jeu, des modules classiques, là, petit parc de quartier. Puis la rue de Rouen qui traverse le parc qui avait été piétonnisé. Donc, c'est l'espace que vous voyez sur la photo là, avec la petite pergola jaune. Les terrains de tennis qui sont clôturés, un espace jardin communautaire, un espace plus terrasse. Puis, à droite complètement, le centre Jean-Claude Malépart, qui est un centre communautaire avec une piscine, avec des plateaux sportifs, des gymnases et tout ça. Donc, quand on a abordé ce projet-là, bien entendu, c'était finalement, on voulait faire un rendez-vous hebdomadaire. Donc, c'est un parc qui est vraiment au cœur de son quartier, comme vous voyez, à côté d'un centre communautaire, à côté d'un métro. Il y a une bonne densité de population autour, mais surtout qui est sur le chemin du retour à l'école. Il y a beaucoup d'écoles dans ce secteur-là, puis bon, mais les familles au retour d'école, ils passent souvent par la rue de Rouen, qui est une rue qui est plus agréable à marcher que la rue Ontario ou Hochelaga. Donc, finalement, on se retrouvait au cœur de ce milieu de vie-là, puis notre stratégie a vraiment été d'avoir, on va faire des interventions qui sont humbles, là. Ça ne va pas être le gros show de lumière qu'on voit à Montréal en lumière au centre-ville. Mais ça va être des activités le fun où on vise en premier lieu les familles, puis on vise à créer finalement un petit événement à chaque semaine pour bâtir cette habitude-là qui finalement, quand on part de l'école, on va chercher les enfants, puis on revient, puis on s'arrête, puis finalement, on reste jouer là 1 heure, puis après ça, on poursuit notre vie. Donc, je pense que cette stratégie-là s'est avérée quand même réussie, étant donné que ce qu'il faut considérer, c'est que l'hiver, on devient paresseux avec les journées qui sont courtes. Si je prends un exemple personnel, combien de fois je me suis dit je vais aller faire du ski de fond à Montréal en rentrant de la job. Une fois rentré à la maison, je n'ai jamais vraiment trouvé le courage de ressortir. Donc, finalement, de prendre cet espace public-là qui capte sur le chemin du retour, je pense que c'était une bonne stratégie qui a réussi à bâtir cette idée-là de rendez-vous hebdomadaire. Donc, voilà. Donc, en gros, on avait l'espace du parc vous avez vu les grands arbres. C'est un beau, c'est comme une grande allée sous les arbres avec des petites sculptures d'art public. Donc, il y avait vraiment le projet pilote de la pataugeoire hivernisée. On avait été beaucoup inspiré là, par des projets pendant une charrette qui portait le nom de Nordicité, qui avait été organisée par Vivre en Ville de la Pépinière il y a de ça quelques années. Un des projets qui avait attiré beaucoup l'attention, c'était finalement qu'est-ce qu'on fait avec les piscines durant l'hiver. Donc, pour nous, la pataugeoire, de pouvoir la glacer, d'en faire un petit espace de jeu libre, c'était quelque chose qui était inspiré de ça. Les petits terrains d'aventure en plein milieu. Puis, on voulait utiliser, faire de la pétanque sur les terrains de tennis. Ça ne s'est pas avéré possible, finalement. Donc, vous voulez voir un peu, ça, c'était la planification initiale. Puis, en mettant une pièce de plus à chaque semaine, qu'est-ce que ça l'a créé? Donc, la phase 1, ça a vraiment été de glacer la pataugeoire, la mise en lumière du parc, puis créer les buttes de neige. Donc, pour chacun de ces éléments-là, je pense qu'il y a plusieurs apprentissages. Premièrement, la pataugeoire, ça a été succès instantané, je vous dirais, surtout au niveau des garderies. Qui se cherchaient vraiment quelque chose à faire. Puis, eux autres, ça leur prend vraiment un secteur qui est clôturé là, pour amener les enfants et les laisser jouer.
Donc, on avait prévu du curling bavarois, des trucs comme ça. Finalement, il n'y a rien de tout ça qui a été joué selon les règles prévues. C'est devenu un espace de jeu libre pour, je vous dirais, les enfants, principalement entre 3 et 8 ans, où là, ils étaient dans leur traîneau sur la glace. C'était leur monde imaginaire qui prenait le relais. Ils étaient en bateau sur la glace. Bref, ils glissaient sur le bord. C'était juste un espace de jeu libre qui était vraiment apprécié. On avait des petits témoignages d'enfants qui disaient j'aime ça, pouvoir jouer sur la glace sans avoir besoin de patiner. Donc, c'était finalement un grand succès à ce niveau-là, pour cette catégorie-là d'âge. Là, on avait des petits feux, je pense que vous voyez au fond à droite de l'écran. Les feux au gaz, ils ont quand même leurs limites pour se réchauffer. Bon, ça marche quand même un peu. Ça aide, c'est sûr. Mais notre défi, finalement, était d'occuper les parents qui finalement, étaient là avec leurs jeunes. Puis c'est eux qui coupaient court à l'activité parce qu'il y avait froid. Puis bon, ben, fallait rentrer. Donc, notre défi était vraiment de faire bouger les parents aussi. Donc, vous voyez, l'école bleue avait été d'une grande, grande aide. Là, c'est la section nord du parc qui avait créé des buttes avec un bon loader, juste à pousser la neige du parc pour faire une butte qu'on a pu sculpter par après. Et puis finalement, juste ce geste-là, initier ça a pris probablement 15 minutes aux travaux publics. En poussant de la belle neige propre du parc et non de la neige sale, pleine de sable et de sel de la rue. Là. Je pense que c'est une nuance importante à mettre. On avait fini de sculpter une des buttes un vendredi. Et puis, quand on est revenu le lundi, elle avait triplé de hauteur. Donc, ça, c'était les citoyens du quartier qui s'étaient mis ensemble et qui trouvaient que la butte n'était pas assez haute, il faut croire. Donc, c'est celle que vous voyez, la deuxième en arrière. Là. Donc, finalement, initier des petits gestes comme ça avait mené à des gestes d'appropriation citoyenne intéressants. Sinon, on avait aussi la mise en lumière aussi, c'est quelque chose qui avait changé vraiment beaucoup la perception du lieu. La nuit, ça faisait vraiment un beau... ça rendait... C'était féerique. Ça donnait le goût d'aller s'y promener. Après ça, bon, ben, on a vraiment renforcé le pôle de la rue de Rouen. Donc, en installant la petite cabane, en donnant du chocolat chaud, en faisant l'autre petite butte. Donc, c'était vraiment le geste qui a suivi. C'est un peu devenu vraiment le centre du projet, surtout avec l'hiver qui avançait, puis la qualité de la glace à Montréal avec tous les redouts. C'était plus difficile. Donc c'est vraiment là que le pôle d'activité s'est transporté, avec la butte qui était vraiment très populaire. Finalement, hein, quand on a l'occasion de glisser, on a vraiment les enfants. C'est l'activité qui commence le plus tôt dans la saison hivernale, qui va finir le plus tard. Ça prend 5 cm de neige. Une pente, créée ou pas, c'est ridicule ce buton-là, on s'entend, c'est tout petit. Mais c'était un aimant à activité incroyable, juste pour grimper, pour glisser. Puis honnêtement, pour un public cible de jeunes enfants, on n'a pas besoin de beaucoup plus que ça, outre finalement s'occuper des parents, puis créer une belle ambiance, puis ça. Donc, la phase 3, on a fait un appel à projet où finalement on a demandé la contribution de créateurs, où finalement on a une équipe dévouée qui a créé le ski balloon, qui finalement s'est inspiré des jeux d'arcade. Et puis, on avait choisi ce projet-là en particulier, étant donné qu'on voyait les redouts arriver, puis le fait qu'on ne pourrait pas nécessairement compter sur la neige et la glace pour animer le secteur. Donc, donc vous comprenez que c'est une espèce de jeu de poche avec un bâton de hockey et un petit seau, puis on essaie de faire le plus de points possible. Encore une fois, cette structure-là, elle a été placée là, puis c'est devenu une surface de jeu libre incroyable pour les enfants qui sont beaucoup amusés. Je pense même qu'il est resté jusqu'au mois de juin à cette place-là. Puis ça a eu un bon succès. On avait aussi essayé de faire un mix entre le bowling et le mini-pot en neige. C'est sûr qu'on voit moins les nuances avec toutes la coloration de la neige. C'est un peu comme ça que ça a viré au printemps. Puis, dans l'appel à projet aussi, on avait
fait des sculptures lumineuses. Donc, c'est des fils de LED lumineuses où on peut finalement vraiment tordre le fil de métal et finalement, c'est une sculpture évolutive où n'importe qui passe là peut modifier la forme en autant que ça tienne. Là. Donc, si vous mettez tout le poids d'un seul côté, ça marche un peu moins bien. Mais bon, c'est un prototype qu'on a testé et qui a vraiment été intéressant, je pense. Donc, une sculpture interactive qui finalement pourrait être installée un peu n'importe où. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur ça, mais je pense que c'est important de passer plutôt à ce qu'on veut faire au temps de la COVID, où là, finalement, bon, on a un certain niveau d'apprentissage qui était finalement, bon, les rendez-vous hebdomadaires, des activités qui évoluent avec la réalité de l'hiver. Ça signifie que peu importe le coin de pays où vous êtes, il faut bien connaître votre hiver, il faut bien aussi connaître votre réseau d'espace public, puis choisir votre lieu qui a le plus potentiel d'appropriation. On a aussi beaucoup d'apprentissage sur les microclimats, à savoir bon, l'heure d'appropriation. Nous autres, finalement, c'était le vendredi de 3 à 6 heures. Donc, le soleil, il est rendu où? Là? C'est vraiment important quand on voyait l'achalandage qui, dès qu'il faisait moins 15 degrés là, ou plus froid, l'achalandage baissait drastiquement. Donc, si on est capable d'avoir une température perçue à cause du soleil jusqu'à 5 heures, quand on est rendu en mars, dans un espace qui est un peu plus ouvert, mais aussi qui bloque les vents. Donc, c'est très important tout ça pour finalement le confort des usagers. Merci beaucoup, Olivier. Je suis désolée de te couper. Ouais. On va enchaîner avec Catherine. Puis pour les détails un peu plus précis sur le laboratoire de l'hiver, ce qu'on a fait l'année dernière, je vous invite à m'envoyer vos questions si vous voulez, puis que je les transférerai directement à Olivier. Puis comme je vous le disais, il va y avoir la période questions-réponses. Et également un sondage aussi que je vais envoyer par la suite. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions plus précises sur l'an passé à ce moment-là. Donc là, je donne la parole maintenant à Catherine du quartier des spectacles. Merci Isabelle. Alors bonjour tout le monde. Donc au quartier des spectacles, on a une expérience d'occupation d'espace public, évidemment 4 saisons. En hiver, on fait depuis plusieurs années luminothérapie, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, donc un principe d'installation lumineuse et interactive d'envergure sur la place des festivals. Chaque année, c'est des projets différents qui sont présentés. Et donc, on occupe l'espace, donc c'est une fréquentation libre qui est là, disponible, qui s'accompagne parfois de projections, parce qu'à côté du lieu, il y a des surfaces de projection disponibles. Donc, on est beaucoup dans la lumière. On travaille donc l'expérience beaucoup pour l'expérience de soirée dans le quartier. On sait qu'il y a beaucoup de théâtres, beaucoup de salles de spectacle, de restaurants. Donc, en plus d'une clientèle d'affaires et touristique, on a quand même cette clientèle-là de tourisme culturel et qui vient fréquenter le kilomètre carré qu'on occupe. Donc, pour nous, d'être fort et présent à partir du moment où le soleil se couche, c'est aussi très, très payant et pertinent pour nous. Donc, je vous parlerai, donc on a cette expérience-là l'hiver et je vais vous parler aujourd'hui un petit peu d'expérience. On va se pencher un petit peu sur notre attitude un peu en temps de COVID et ce qu'on prévoit faire. Avant ça, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on a fait cet été et pourquoi on ne fera peut-être pas la même chose. Même si on a eu un bon succès, on n'aura pas les mêmes stratégies pour occuper l'espace public. Et je vais finir un peu sur les perspectives de 2022. Donc, je vais vous partager mon écran à mon tour. Voilà. Ici. Ça ne sera pas bien long. Pour vous montrer un peu ce qu'on a fait. Voilà. Comme ça. Et voilà. Donc, cet été, moi, on a été mandaté au quartier des spectacles pour d'élargir notre territoire et travailler conjointement avec des partenaires pour la relance du centre-ville qui était dramatiquement déserté. Là, ici, on a une image un peu, vous pouvez voir, là, le quartier des spectacles tel qu'on le connaît dans la belle saison estivale avec les festivals, c'est ça, en place, l'achalandage monstre qu'on peut vivre à un certain moment, donc, et en soirée, un peu voir l'occupation de l'espace avec différentes scènes principales et différentes scènes.
qui attire énormément en plein été. Mais disons que cet été, nous avions un contexte tout autre et le public n'était pas au rendez-vous, les festivals n'ont pas eu lieu et il n'y avait pas de travailleurs dans les tours à bureaux, il n'y avait pas de touristes, donc pas d'étudiants non plus, donc on s'est trouvé avec un centre-ville désert et des entreprises en difficulté financière importante. Commerce de détail, restaurants. Et donc, en mois de mai, la mairesse de Montréal a confié aux partenaires du quartier du spectacle et à la Chambre de commerce métropolitaine d'avoir une réflexion et de proposer un projet d'animation du quartier pour tenter de ramener les Montréalais au centre-ville pour stimuler l'économie et en même temps stimuler la relance culturelle parce qu'on sait que les théâtres étaient fermés, les artistes ne travaillaient plus, tout était arrêté en culture et donc c'était d'utiliser la culture pour à la fois la faire rayonner, la faire travailler de nouveau et stimuler la consommation dans les points de vente et les restaurants autour. Donc, pour ça, c'est des rues piétonnes qui ont été mises en place. On travaillé, nous autres, on travaille généralement sur 1 km². Et là, le périmètre élargi était de 9 km². Donc, je peux vous montrer peut-être ici, c'était le périmètre sur lequel on travaillait, donc de la rue Sherbrooke au fleuve, de Atwater jusqu'à Papineau. Et là, donc, il y a toutes sortes à travers ce périmètre-là. Il y a des rues piétonnes qui ont été mises en place. Et notre mandat était donc d'animer ces rues-là grâce à différentes stratégies. On a beaucoup privilégié l'implantation de places publiques éphémères et de tulipes, ce qu'on appelait les tulipes, qui étaient des terrasses urbaines libres d'accès au public. C'est un projet pilote qu'on a fait cet été, donc pour tenter d'avoir un peu un débordement de la clientèle de restaurants qui pourrait aller s'acheter une bouteille de vin et un tartare au restaurant, au bistrot du coin et venir la manger sur nos terrasses collectives. Donc, c'est un essai qu'on a fait. On a eu 3 tulipes de mise en place et 2 places publiques plus importantes un peu partout sur le territoire. Les places publiques pouvaient avoir aussi la même fonction en même temps, mais avaient une dimension un petit peu plus ludique que les terrasses à proprement dit. Et en plus de la mise en place donc, de ces terrasses-là, des espèces de canevas qui nous permettaient d'accueillir à la fois les consommateurs, mais le public pourrait assister aussi à une programmation. On a monté toute une programmation extraordinaire, je vous dirais, qui est déambulatoire, éphémère, spontanée, parce qu'on avait des contraintes sanitaires qui nous empêchaient d'annoncer des spectacles et tout, un peu partout sur le territoire. Donc, on pouvait aller magasiner sur la rue Sainte-Catherine, qui était piétonne le week-end, croiser un numéro de jonglerie, croiser des danseurs en danse contemporaine, des musiciens de rue, du théâtre de rue, bref, toutes sortes de manifestations ponctuelles qui n'entraînaient pas nécessairement les rassemblements. C'était une autre contrainte avec laquelle on devait travailler. Donc, tout ça a été mis en place. On a même été avec un cabaret ambulant qui sillonnait les rues, où on avait des artistes de la chanson pop qui performaient au gré des espaces qui étaient piétonnisés dans ce cabaret-là. Donc, si vous voyez un exemple d'espace public, on a confié le mandat à Adoc, une boîte de design, pour créer une terrasse collective. On en voulait en faire une œuvre d'art, parce que le mandat était aussi la relance culturelle à travers ça. Donc, vous voyez un bel exemple, c'est une magnifique terrasse qui a pris place ici sur la rue Sainte-Catherine, près de la rue Clark. On avait des images. On a aussi été sortir des cartons, toutes sortes de propositions d'installation en art urbain, lumineuses ou pas, qui étaient pour nous des placoteurs. Donc, une façon pour nous d'occuper un peu le grand territoire qui nous avait été confié. Ce qui nous permet d'essayer d'être un petit peu partout à la fois. Donc, c'est différentes stratégies qu'on a eues, mais je peux peut-être juste vous passer rapidement de 30 secondes, on va donner un petit peu l'ambiance et je passerai ensuite à ce qu'on prévoit faire cet hiver. Donc,
Donc, voilà, ça donne un petit peu une idée de l'ambiance qu'on a tenté d'insuffler au centre-ville cet été. Donc, si vous avez une autre terrasse, vous avez une autre image de terrasse qu'on a montée, le fameux cabaret ambulant ici que vous voyez dans le camion, et un autre exemple, c'est Los Trompos, une œuvre d'installation urbaine qui a été installée aussi dans le Vieux-Montréal cet été. Donc, voilà pour cet été. Ça a été beaucoup une collaboration. Je dois juste dire que ça a été le résultat de collaboration avec plus de 5 SDC, une vingtaine de partenaires commerciaux en tout, et une grande collaboration avec Tourisme Montréal aussi, qui a chapeauté toutes les communications pour ça. Je vous dis ça parce que pour le projet hivernal, c'est aussi des choses qu'on a retenues. Et là, on s'est dit, bon, ben comment on appréhende l'hiver cette fois-ci? La COVID, même là, on a vu que là, les règles sanitaires se sont resserrées et on n'envisage pas du tout de la permission de faire des grands rassemblements dans les mois à venir, au contraire. Alors, le défi était de créer un projet qui était COVID-proof, si vous voulez, qui allait pouvoir survivre aux différentes phases de confinement que la santé publique allait nous donner. Donc, mais pour ce faire, on a quand même fait une succession de consultations ça, c'est un exemple de luminothérapie, si vous voyez, avec le projet Impulsion, qui a été un grand succès. Donc, c'était des balançoires à bascule lumineuses. Je ne me souviens plus exactement en quelle année ça a été implanté, mais je vous verrai aussi pourquoi je suis revenue là-dessus. Donc, l'idée était de retrouver ces liens-là avec les partenaires pour... Je pense que on a agi comme leader, un peu le Parti de la Noyade du quartier des spectacles l'été passé, pour fédérer les efforts communs des acteurs principaux, commerciaux, culturels du centre-ville pour arriver avec un projet rassembleur. Donc, on a fait une série de rencontres avec les partenaires commerciaux, avec des experts dans le domaine de l'hivernalité, de la nordicité, dont d'ailleurs Olivier et Jérôme, qui sont aussi panélistes aujourd'hui. On a été voir aussi des gens qui avaient travaillé en événementiel, en extérieur, des gens du Blue Fest ou de différents projets hivernaux qui avaient une expertise parce que pour essayer de dégager c'était quoi les paramètres de création pour faire un événement hivernal. Il fallait agir vite aussi. Catherine, je te coupe juste 2 secondes. Est-ce que tu peux remettre en plein écran, s'il te plaît? Ah oui, pardon, je pensais que c'était encore là. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment je fais ça? C'est plus... en plein écran, ça ici. Oui, en plein écran, oui. Ah oui, ok, excuse-moi. Voilà, ça vous va? C'est bon? Oui. Alors, merci Isabelle. Donc, ce qui est sorti, c'est que par rapport à l'année dernière, à l'été, bien sûr, l'idée des terrasses, on l'a évoqué en table de discussion. L'hiver, le centre-ville, on ne pense pas que les gens vont se déplacer pour aller faire de la terrasse au centre-ville. La terrasse peut accompagner un projet qui est, à notre avis, plus mobilisateur, plus attractif, c'est un complément, mais ce n'est pas une destination. Ça, c'est des choses qui sont apparues dans nos discussions avec nos collaborateurs. Une autre chose qui est apparue, c'est que d'avoir toutes sortes de petites choses un peu partout, puis s'éparpiller comme on l'a fait l'été dernier, ça a été fait comme ça parce que c'était contextuel, il fallait agir rapidement, on a essayé des choses. Mais cette année, la conclusion était que ça nous prenait un effet wow. Un effet qui allait pouvoir être porteur et rassembleur et faire parler, plutôt que s'éparpiller dans toutes sortes d'initiatives un peu partout sur le territoire. De miser sur la collaboration et la conciliation des efforts, ça, c'est quelque chose qui a très bien fonctionné durant l'été et qu'on se voulait de ramener pour le projet hivernal. Et donc, encore une fois, le PQDS comme élément fédérateur. Et ce qui est apparu, c'est que l'été passé, on était beaucoup dans l'urgence, il faut qu'il se passe quelque chose, il faut mettre de la vie dans le centre-ville, c'est funéraire comme ambiance. Alors, on a mis plein de spectacles, on a mis plein d'installations, on essayait d'agir vite. Là, on s'est dit, il y avait une affaire qui manquait là-dedans, c'était peut-être l'émotion, l'appartenance, le sentiment d'appartenance et qui n'était pas nécessairement, que dégageait pas notre initiative cet été. Alors, on était aussi festif, léger, été, c'était un peu ça. Mais là, cet hiver, on a eu envie de faire un projet qui était rassemblant, mais aussi fédérateur, puis qui amenait un peu des sentiments de solidarité entre non seulement les parties prenantes au projet, mais le public et les Montréalais. Donc, ça, c'est quelque chose qui est apparu vraiment dans la discussion, d'être un petit peu plus, avoir une réflexion un petit peu plus profonde à ce niveau-là dans la démarche.
Et donc, ce qui est apparu, ce que nous allons donc faire, je peux vous donner les grandes lignes sur lesquelles on travaille présentement, c'est déjà, on avait le projet… Je veux te dire, il reste juste 2 minutes, donc pour nous D'accord. présenter en avant-première exclusive ce qui va se passer cet hiver. D'accord, ben, je vais faire ça rapidement. Merci. Donc, ben, c'est ça pour finir. Donc, c'est un projet, nous, comme vous voyez ici, Loop est un projet de luminothérapie qui a eu lieu, qu'on va ressortir cette année, qui était prévu d'être ressorti cette année. Et à ça, on a décidé d'aller voir nos entrepôts. On a plein d'éléments d'installations interactives lumineuses ou pas, qu'on a en entrepôt et qu'on fait tourner dans le monde et on essaie de voir qu'est-ce qui est disponible parce qu'il faut agir rapidement. L'hiver est à nos portes. On veut dès novembre être présent dans l'espace public et on piétonise donc Sainte-Catherine à partir de maintenant jusqu'en mars, ce qui ne se faisait pas d'habitude. Donc, on a eu les autorisations et tous nos partenaires ont été d'accord pour emboîter le pas sur une piétonisation jusqu'au mois de mars. Et donc, on va sortir tous les éléments pour faire vraiment un parcours lumière, un parcours… Donc, être dans le mouvement aussi, c'est quelque chose qu'on a retenu beaucoup, d'avoir une proposition active dans la proposition de cet hiver. Et à ça, on va présenter toute une direction de conception lumineuse qui va agir à titre d'espèce de parapluie de tous ces éléments-là et une conception sonore, une espèce de paysage sonore pour faire vraiment un parcours immersif, interactif. Et chaque élément va interpeller petits et grands. On voulait aussi être familial dans ce qu'on allait proposer. Et donc, c'est de Bleury jusqu'à Saint-Laurent. Et d'être un petit peu comme le cœur battant du centre-ville de Montréal avec cet événement rassembleur. Et l'idée est de peut-être développer un élément lumineux, répétitif, qu'on pourrait trouver à la porte des commerces de la rue Sainte-Catherine-Ouest, du village, de la rue Saint-Denis, pourquoi pas du Chinatown, et d'avoir une espèce de thématique et de lien visuel entre ces éléments-là. Et tous les soirs, on souhaite faire un son et lumière d'une trentaine de secondes, une minute, et qui va être une espèce de moment de solidarité. On veut faire une espèce de blackout. Il va y avoir une conception sonore, une conception d'animation visuelle au niveau des lumières, de tout ça que ça se parle pendant une minute pour une espèce de solidarité. Et on peut imaginer peut-être que chacun des éléments lumineux répétitifs un peu partout dans le centre-ville va se mettre en haut diapason, va changer de couleur. En tout cas, on est en conception présentement là-dessus. Et idéalement, on tente de rejoindre les places Ville-Marie, Biosphère, Pont de ce monde, toutes les grandes structures lumineuses de Montréal pour qu'ils puissent se synchroniser dans ce moment de solidarité-là. Et on pense que comme ça, on est avec une proposition ludique, rassembleuse et qui est capable aussi de traverser les différents codes, qui évite les rassemblements, qui évite un paquet de contraintes qu'on pourrait avoir en hiver. Et dernière chose, le quartier des spectacles accueille des grands événements à chaque année, dont les Montréal en lumière, des festivals, Jardin d'hiver qui est un marché de Noël. Donc, il fallait aussi avoir un projet qui était comme un canevas qui permettait à ces projets-là de venir s'imbriquer sans les noyer, sans brimer leurs propositions. Donc, c'était aussi une astuce, une contrainte qu'on avait pour la proposition du projet de cet hiver. Isabelle, est-ce que je suis dans le temps? J'ai-tu une minute encore ou pas? C'est parfait. Non, mais merci beaucoup. En tout cas, moi, j'ai personnellement très hâte de voir tout ça. Ça va être vraiment magnifique. Merci d'avoir partagé ça avec nous. On fait une collecte pour le budget. Alors, si vous êtes intéressé à donner, on ramasse le budget présentement. On est aussi, ça fait partie des défis. Donc, il faut aussi trouver les fonds pour… on fait ça en parallèle là, pour financer ce projet-là cet hiver. Ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire, les commandites et la philanthropie en tant que… On le sait, c'est pas facile. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. Je vais passer maintenant la parole à Jérôme, qui est cofondateur de la Pépinière Espace Collectif. C'est ça. Je partage mon écran. Je vais me chronométrer également. Attends, comment je fais pour redémarrer? Effacer. Voilà. Bon, alors merci à tous. C'est passionnant, Catherine. Puis c'est un peu complémentaire, mais je pense, nous, des apprentissages de l'été, on a tiré des apprentissages pour cet hiver aussi. Et donc, je vais vous présenter quelques outils qu'on a là pour prendre des décisions, pour s'adapter, faire des projets qui s'adaptent à l'hiver. Déjà, premièrement, là, nous, on a un peu l'impression de revivre les incertitudes du printemps. C'est-à-dire que même si, techniquement, du point de vue de la santé publique, il y a encore
énormément de choses qui sont permises, surtout à faire dans l'espace public. On sent qu'il y a un peu un gel général parce que c'est nouveau puis il faut se réadapter. Et nous, on dit comme, non, attendez, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Puis si on attend trop, on va encore être dans des délais trop tard pour pouvoir mettre des choses en place. Puis ça va demander beaucoup à tout le monde. Donc, il y a des choses qui peuvent être mises en place dès maintenant. Nous, la prémisse qu'on avait ce printemps à la Pépinière, c'est que oui, les grands événements étaient annulés pour tout l'été, mais que les places de quartier, qui sont plus l'échelle de projet qu'on fait, il n'y avait pas de problème avec ça. On a très vite monté par intuition là, un graphique qui en fait qui partait de la base. On s'est dit, même si nos projets, on ne pourra peut-être pas se rendre jusqu'à faire des événements culturels, on va quand même bâtir les espaces pour créer des espaces publics attrayants qui favorisent la déambulation, la détente, le pique-nique ou le jeu libre. On savait qu'une couche au-dessus, on pourrait certainement créer des marchés ou des terrasses publiques pour favoriser la vente au comptoir ou les commandes à emporter au restaurant. Que si on se déconfinait un peu plus, on pourrait commencer à ouvrir des cafés ou des buvettes ou de la cuisine de rue dans nos espaces. Puis la cerise sur le gâteau de ce magnifique schéma, c'est la culture. Et ça, c'était des intuitions, puis en fait, elles ont été prouvées. On a ouvert, le premier site qu'on a ouvert, c'est le village au pied du courant. On l'a ouvert simplement parce que les voisins voulaient une plage accessible dans leur quartier. Puis au moment où on l'a ouvert, on ne pensait pas du tout qu'on s'en irait jusqu'à faire des événements. Donc, on l'a aussi ajouté le volet bouffe de rue, le volet buvette, donc au fur et à mesure du déconfinement, qui soutient aussi le volet détente, on va dire. Et puis, on a pu commencer à faire des programmations non annoncées, donc simplement des programmations d'ambiance, des concerts d'ambiance sur le site. Et on s'est rendu jusqu'à pouvoir faire des plus grands événements annoncés. Et en fait, la chance qu'on a eue du fait qu'on avait parti le site, même dans les incertitudes, c'est qu'on a pu bénéficier de la fenêtre où on a pu accueillir 250 personnes sur des lieux extérieurs, des rassemblements. On l'a fait au complet avec le village au pied du courant. Et les jardineries, deuxième site qu'on avait. Donc, pareil, première couche, un espace public attrayant qui favorise le jeu libre, qui fait sortir les enfants, les parents. Deuxième volet, une grande terrasse champêtre avec cuisine de rue et buvette. Et puis, troisième volet, la culture qu'on a commencé qu'on a pu amener dans l'été. Un autre projet, pareil, même principe, on a amélioré le site, donc juste créer un environnement plus attrayant autour d'un parc, créer un lieu d'ancrage ombragé. On a pu ajouter des marchés fermiers qui, en fait, même au plus fort de la crise, auraient été permis. Et un volet programmation plus d'ambiance pour rendre le lieu plus agréable et favoriser le fait que les gens y restent. Très rapidement, un autre projet qu'on a eu avec le quartier des spectacles également. Ce qu'on se rend compte pour se préparer pour l'hiver, puis ça c'est Valérie Plante qui l'a dit à la radio ce matin, il faut vraiment qu'on s'habitue à rester dans nos parcs locaux. Il y a aussi une importance, plutôt que de l'inaction, c'est l'importance de balancer les risques liés à la santé physique et mentale des gens. Donc l'importance de bouger, de prendre l'air. La santé publique, c'est pas juste le coronavirus, mais c'est aussi la santé mentale et physique. Point direct, ne pas fermer les patinoires parce que si le hockey est confiné, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. C'est aussi un débat qu'on entendait à la radio ce matin. Importance de la collaboration du public pour respecter les consignes. Oui, on fait des lieux, mais il faut que le public embarque parce que sinon, ces lieux, on ne pourra pas les faire. Et ce qu'on a constaté quand même, c'est que les personnes sur le terrain, donc par exemple un organisme comme nous, assurent un relais pour la santé publique. Donc les gens se responsabilisent davantage s'ils entrent sur un site comme les nôtres. On a un registre à l'entrée, par exemple, sur nos sites, etc. Pour se préparer à l'hiver, sur la base des expérimentations de l'été et en lien avec les mesures de la santé publique actuelles, les codes de couleur qu'on a vu arriver, nous, on propose une charte COVID des espaces publics. On se rend compte avec ça qu'on peut faire beaucoup plus de choses qu'on croit, même en zone rouge. Donc, on pousse à ne pas figer et rester actif. En zone rouge, ce qu'on peut faire, c'est de l'embellissement, d'illumination pour déambuler. Puis ça, en fait, avec la présentation du quartier des spectacles, on l'a bien vu. On peut créer des foyers chaleureux qui finalement sont du mobilier urbain pour que les gens, dans leur déambulation, puissent rester un peu plus. On peut adapter les sports d'hiver et les loisirs, réinventer un peu le jeu pour pas forcément que ce soit juste du hockey ou des sports de contact. Et on peut quand même créer des marchés d'hiver ou des marchés de Noël et des kiosques de café. Zone orange, on peut créer un peu plus des lieux de rencontre, donc des pôles hivernaux de proximité, des terrasses publiques hivernales ou des performances culturelles spontanées.
Puis zone jaune et verte, pour le moment, c'est pas clair, mais c'est les mêmes codes là, pour l'espace extérieur. Là, on peut faire des événements annoncés, comme on a pu le faire cet été, puis aussi penser à des festivals réinventés, étalés dans le temps ou dans l'espace. Je vais passer très rapidement, c'est beaucoup d'images d'inspiration. Zone rouge et embellissement, illumination, donc on le voit, le quartier des spectacles a beaucoup opté pour cette stratégie. Puis, on peut voir ça sur les rues commerçantes aussi pour favoriser l'attrait des rues commerçantes par rapport aux centres commerciaux qui pour le moment sont pas fermés. On verra comment ça évolue. Puis, juste sur les images, le plus possible, j'ai mis des photos de nos projets. Donc, ça, c'est un de nos projets pour que vous voyez que si nous, on a pu le faire, c'est que c'est abordable, on va dire, financièrement. Les foyers chaleureux, on peut parler de choses aussi simples que ce qu'ils font à Québec avec leur place hivernale ou des foyers, des chaises Adirondack autour d'un feu sur une rue pour créer des moments de pause. Au niveau du sport d'hiver, nous, on se rend compte qu'il y a vraiment tout un cadre à explorer parce que ça a beau être un sport national, le curling, il n'y a personne qui a de set de curling chez soi. Moi, je viens de France, puis c'est un sport national, la pétanque, puis on a tous un jeu de pétanque chez nous. Donc, on se dit qu'il y a vraiment une culture à favoriser puis à inventer pour de rendre plus domestique et abordable les jeux d'hiver. Puis à ce titre-là, nous, à la Pépinière, on a un jeu de curling bavarois qu'on est allé chercher en Allemagne. Ça, c'est une patinoire de quartier qu'on a créé des bandes, puis on s'est créé des jeux do-it-yourself de curling. Ça, c'est un croquinole que Olivier Legault a créé par le passé. Peut-être qu'il le représentera plus tard en finissant sa présentation. Puis au niveau des jeux, que ce soit jeux d'adresse, des sports revisités comme le ballon-ballet, c'est beaucoup de succès. Des jeux de construction avec la neige, avec la glace ou des glissades et des parcours. Mais il y a plein de choses qu'on peut créer pour créer des espaces publics conviviaux puis facilement. Je vois que je suis déjà à 7 minutes 30, donc de toute manière, je vais rentrer vers la fin. Espace public attrayant aussi, les marchés de Noël. Bon, là, ils ont annoncé que les marchés de Noël pourront certainement se tenir. C'est important, je pense, parce que c'est un moment important pour le commerce local. C'est sûr qu'il va falloir que les marchés s'adaptent aux mesures de distanciation. Puis, une des choses qu'on pourrait imaginer, c'est que les marchés de Noël ne soient pas démontés à la fin de décembre, mais soient là tout l'hiver pour éventuellement servir de soutien aux commerçants locaux qui pourraient aussi créer des marchés de commerçants locaux. Et même en zone rouge, on peut créer des kiosques à café pour servir du chocolat chaud, par exemple, tant que ça ne crée pas d'attroupement. En zone orange, on peut commencer à créer des lieux de rencontre. Donc nous, on parle beaucoup de pôles hivernaux de proximité. Comment, autour d'une butte qui est déjà un attrait naturel, on peut créer des terrasses qui vont favoriser le fait que les gens restent plus longtemps. On peut aussi créer des pôles hivernaux sur des rues qu'on transformerait en rues blanches en piétonnisant juste une section. Aussi, les patinoires, quand je parle de ne pas fermer les patinoires, il y a vraiment toutes sortes de manières d'amplifier l'usage des patinoires puis pour que ça ne serve pas juste au profil de gens qui font du hockey, mais vraiment à une population beaucoup plus large et intergénérationnelle. En venant ajouter un café à côté d'une patinoire, on peut vraiment créer des usages très rassembleurs. C'est une vision d'une patinoire à Québec qu'on avait avec des abris qui peuvent servir de point de vente, un café dans un autobus scolaire, un jeu de ballon-ballet, etc. Et puis, à Toronto, on avait travaillé avec Evergreen sur d'autres prototypes pour amplifier des patinoires et vraiment en faire que ça devienne les cœurs de vie de nos hivers. Les parcs de quartier, je vois la face d'Isabelle apparaître, ça veut dire qu'il me reste 1 minute. Voilà, c'est correct parce que c'est ça que j'ai besoin. Pôle hivernaux de proximité, comment les parcs de quartier, on peut renforcer aussi. Puis ça va être vraiment important de faire que nos parcs de quartier, même ceux qui n'ont pas de patinoire, deviennent des lieux attrayants. Ici, c'est dans mon quartier, un chalet de parc avec un café qui sert du chocolat chaud, la patinoire utilisée avec d'autres usages et un peu la vision de la patinoire, le curling, le jeu libre, le land art, les sculptures de neige, et puis une butte. Il y a une butte dans ce parc, mais elle est petite. Une butte amplifiée, un peu comme présentait Olivier tout à l'heure. Les terrasses publiques hivernales, donc on pourra en faire plus en zone orange, donc des lieux de rencontre qui favorisent que les gens restent plus longtemps et créer des microclimats aussi pour que les gens puissent être confortables en hiver. Ça, c'est une vue que j'adore du guide ville d'hiver que Olivier a travaillé. Du chaud au froid, comment créer une terrasse hivernale qui crée le lien entre ça avec des chalets où il fait chaud, des terrasses hivernales où il fait moyennement froid, puis des lieux où on bouge, où il fait froid. Je trouve que c'est quelque chose de brillant pour concevoir les lieux. Puis là, j'arrive vers la fin. En zone orange, on peut aussi commencer à faire des performances culturelles spontanées. Et puis, si on passe en jaune verte et en zone jaune et verte, là, on peut commencer à faire des événements à annoncer, que ce soit des performances culturelles ou ici un
mon Dieu, un disco patin qu'on avait fait, qui était très populaire. Et puis, ce qu'on peut s'imaginer peut-être, c'est qu'aussi, on va commencer à pouvoir revoir des festivals apparaître en zone jaune et verte, mais certainement revisiter, soit étaler plus dans le temps ou étaler dans l'espace. Exemple, si la fête des neiges, qui amène beaucoup de gens en un même endroit, pouvait s'éclater dans plusieurs quartiers de Montréal, on atteindrait l'objectif d'amener de la magie un peu dans chacun de nos milieux de vie. Et voilà, je pense que j'étais presque dans les temps. Merci Jérôme. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer aux questions-réponses. Puis Olivier, si tu veux, tu pourras terminer ta présentation par la suite. Pour ceux qui ne peuvent pas rester, comme je le disais en début de session, le webinaire est enregistré, donc vous aurez le webinaire au complet par la suite sur le site internet de la pépinière. Donc pour commencer, Olivier, j'avais une question qui était peut-être plus pour toi. Alors, en fait, pour tout le monde, parce que le quartier des spectacles aussi, Catherine, ça serait intéressant d'avoir ton point de vue. Comment allez-vous prendre en compte les personnes âgées dans les aménagements hivernaux? On a beaucoup parlé de sport, etc., mais qu'en est-il des personnes âgées? C'est vraiment une très bonne question, là, puis je pense que c'est très pertinent parce que ça fait partie des principaux enjeux là, qu'on vivra cet hiver, là. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de réponse facile à ça, et que c'est facile de dire de bien déneiger les trottoirs, puis s'assurer qu'il n'y a pas de glace. Mais c'est une réflexion qu'on se pose très sérieusement. Je pense que la réponse n'est pas juste au niveau du déneigement, puis au niveau de porter des crampons. Puis, je pense qu'il faut souligner les initiatives d'aide des arrondissements pour aller pelleter les entrées des personnes âgées à Montréal, ou le transport adapté qui aide, ou tout ce qui se passe dans les centres communautaires, mais en temps de pas COVID. Mais, mais en gros, nous, cette réflexion-là, on s'est un peu fait casser les genoux l'an passé parce qu'au centre Jean-Claude Malépart, pour le Lab Hiver Médéric Martin, il y avait un club de personnes âgées qui était très actif. Puis on était en train de prévoir justement un atelier avec eux pour savoir, bon, ben, c'est bien beau dire, bon, faut que ce soit bien déneigé et tout ça, mais qu'est-ce qui vous ferait aller dehors et quelles sortes de jeux sont propices à vos différents niveaux de conditions. Il n'y a pas un type particulier unique de personnes âgées. Il y a une grande variabilité dans l'âge, les conditions physiques, tout ça. Je vous dirais que pour répondre facilement à la question de cet hiver, c'est de mettre un peu de magie puis faire des réseaux, un parcours dans un grand parc où ça va être super bien aménagé, qu'il y aura une belle mise en lumière puis qu'ils vont pouvoir prendre une belle marche dans le parc. C'est une réponse assez simple, mais ça reste, je pense, faire des actions qui sont simples, mais de bien les faire puis d'y mettre toute notre attention. Donc, ça reste pour moi, je pense qu'au moment où on se parle, là, on est le 14 octobre, là, on n'est pas en train de repenser l'hiver de fond en comble. On est en train de se dire, bon, ben, en un mois, qu'est-ce qu'on peut mettre sur pied, là? Donc, je pense qu'il faut avoir une attention particulière aux rues commerciales et aux parcs pour les personnes âgées. Ben, si je peux, est-ce que je complète ou tu terminé? Oui. Vas-y, Catherine. Nous, c'est vu qu'on n'est pas tant dans des quartiers résidentiels, c'est notre approche, fait que c'est plus une destination. Il faut s'assurer que l'accessibilité au lieu, genre, là, on est chanceux parce que le métro donne directement, métro Place des Arts donne directement une sortie sur la rue Sainte-Catherine. Donc, pour la proposition de cœur battant dont je vous parlais, c'est facile de s'y rendre en transport en commun. Et les stationnements, ben ça, c'est toujours la grande question dans le centre-ville. Quand on piétonise les rues, c'est des enjeux importants. C'est sûr, mais on peut se dire qu'on a des stationnements souterrains qui sont à proximité quand même et en grand nombre et des places assez accessibles, je vous dirais, en partant de COVID. Fait que là-dessus, c'est pas un problème. Puis, ce que j'ai pas dit tantôt, c'est que dans notre parcours installation lumineuse, si vous voulez, il y a bien sûr une recherche qu'on fait pour avoir du mobilier. Et parce que bien sûr, des personnes âgées, marcher longtemps, tout ça, il faut se reposer, il faut pouvoir s'asseoir à certains endroits. Donc, ça, c'est vrai pour tout le monde, mais particulièrement pour les personnes plus âgées.
Puis aussi, bien sûr, ces îlots de chaleur là, que vous avez présentés, là, on est nous aussi en démarche pour essayer d'en implanter un peu partout pour que ces petits arrêts-là ne soient pas trop frigorifiants. Donc, c'est un petit peu dans cette optique-là. Puis on pense que comme parcours muséal, ben, c'est quelque chose qui est vraiment pour 7 à 77 ans. Là, donc, je pense qu'on est quand même accessible à ce niveau-là. Jérôme, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter par rapport à ça? J'entendais la mairesse Valérie Plante dire que ça allait être une priorité cet hiver et parce qu'ils ont créé beaucoup de corridors pour que les gens puissent marcher cet été. Et cet hiver, le besoin il va être encore là et très criant. Puis j'ai juste hâte de voir ce qui va être mis en place. Puis si ça peut améliorer notre pratique de déneigement ou de circulation en hiver sur le long terme, enlever les mares de slotch, ben, je pense que ça aurait été un bon enseignement, là. Donc j'ai une autre question pour tout le monde encore. En zone rouge, comment peut-on s'assurer de ne pas créer de rassemblement? Ben, pour nous, au centre-ville, c'est toujours la difficulté. Il faut faire quelque chose pour amener les gens parce qu'on est une destination, mais pas trop, parce qu'on ne veut pas trop de monde. Donc, c'est le problème auquel on s'est confronté l'été dernier. Faites quelque chose de le fun, mais pas trop. Parlez-en, mais pas trop. Annonçons-le, mais pas trop fort. Alors, tu sais, c'est très difficile de travailler dans ce contexte-là. On n'est vraiment pas habitués. Nous, c'est un signe de réussite, c'est toujours de plus grand nombre. Tu sais, si la place des festivals déborde, on a quelque chose qui a bien marché. Et là, on ne peut plus mesurer notre indice de réussite n'est plus le même dans le contexte dans lequel on est. Alors, c'est ça. Je pense que l'idée du mouvement, d'avoir une proposition qui est dans le mouvement, dans le parcours, pour nous, c'est vraiment une stratégie pour ne pas avoir d'agglomération parce qu'un spectacle initie naturellement un rassemblement, une proximité, une agglomération des gens en place. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de ne pas aller, entre autres, dans cette avenue-là, ne pas aller dans cette avenue-là. Puis même les îlots de chaleur, on s'est posé la question. Parce que, tu sais, si on met une îlot de chaleur, tout le monde se rapproche pour être autour, est-ce qu'on est en train de créer quelque chose, un contexte de propagation du virus? Tu sais, on le voit l'hiver, là, tu sais, la buée qui sort, là, tu sais, on se parle, on a la buée d'en face les uns de l'autre, on se colle pour se réchauffer. Donc ça, c'est aussi des questions qu'on se pose et qu'on s'est posées. Fait que même des petits rassemblements comme ça, faut être prudent. Donc, voilà, notre stratégie, c'est d'être dans une proposition déambulatoire et qui invite à la participation active, là, si vous voulez. Là, nous, c'était la balance là, tout l'été, comme vous, là, vraiment de faire un attrait, mais pas trop le communiquer non plus. Je pense que là, c'est aussi les choses qu'on fait, c'est on a tendance à beaucoup penser événementiel avant la COVID. Là c'est de penser valorisation d'un lieu, mais sur la durée. Donc, pour diminuer la pression de plein de gens qui vont y aller au même moment, créer un lieu que tu as toute la saison pour aller le voir, ça dissipe un peu les foules. Après ça dépend des lieux, mais nous aussi, on faisait beaucoup appel à la responsabilisation des gens. Comme on était là, on pouvait les sensibiliser au fait que, comprenez, là, nous, on fait l'effort d'ouvrir ce lieu-là. Si les gens ne se responsabilisent pas, on va devoir le fermer. Donc, ce n'est pas des choses qui sont prises pour acquis pour les gens. Puis, je pense que ce lien, il s'est très bien fait. Vers la fin de la saison, on sentait un relâchement, mais je pense tout le Québec. Là. Mais c'est intéressant de créer ce lien de confiance avec le public. Je peux vous dire que je reçois énormément de questions, donc je ne pense pas qu'on pourra répondre à tout le monde. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à m'écrire par courriel, puis je transférerai la question à la bonne personne. Mais je vais continuer avec une question peut-être plus pour Jérôme. Comment faire pour implanter ce genre d'installation dans un parc de quartier? On vous contacte directement en tant que citoyen ou est-ce qu'on doit contacter notre arrondissement? Existe-t-il déjà des initiatives locales ou des partenariats? Oui, c'est une très bonne question. À partir du moment où on veut faire, par exemple, des illuminations là, dans un parc, là, il faut un permis auprès de l'arrondissement. Donc, il faut que ça passe par des organismes intermédiaires. Peut-être contacter la table de quartier dans votre quartier ou des organismes qui sont impliqués dans les activités communautaires ou tout ça, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui réinventent leurs activités de toute manière. Exemple, y a-t-il des initiatives locales, des partenariats? Dans Annecy, je pense qu'il y a Solon. Qui est implanté, là, qui favorise les initiatives citoyennes puis qui peut porter ce genre d'initiative. Sinon, c'est d'en parler à vos élus,
de montrer des exemples de ce qui se fait ailleurs, puis même partout au Québec, parce que je pense qu'il y a beaucoup de villes, municipalités qui innovent là-dessus. Puis de partager des fois le bon précédent dans son quartier, ça peut être déclencheur de quelque chose d'intéressant. Olivier, tu voulais dire un mot? Oui, je pense que c'est une très bonne question, Valérie. Puis, en gros, je pense que c'est un hiver où faut se poser cette question-là en tant que citadin. Je pense que c'est plus difficile pour les gens qui habitent dans un milieu urbain un peu plus dense, là, de se dire, bon, ben, c'est quoi l'activité hivernale que je fais autour de chez moi? Puis, moi, je crois beaucoup aux initiatives dans les ruelles blanches, euh, pour se faire des petites glissades sans toutefois bloquer le stationnement. Je pense qu'il y a moyen de pousser la neige de déneigement dans un pôle qui dérange personne, puis de mettre des petites lumières qui s'accrochent chez le voisin, puis de se faire un petit feu de charbon dans un barbecue. Puis de se faire une petite patinoire, pourquoi pas, puis finalement de vivre cet hiver-là en proximité. Puis nous, on a lancé cette idée-là à la ville de finalement appuyer les initiatives citoyennes, puis créer un mouvement de ruelles blanches à travers Montréal. Donc, c'est un mouvement citoyen. Je pense que c'est quelque chose qui va être à notre portée cet hiver, puis qui finalement va être alimenté par l'initiative citoyenne. Puis, ben, si on apprend à jouer dehors, à s'acclimater, quand on est le plus souvent on est confronté au froid, ben, le plus on va être confortable à l'extérieur. Donc, le fait de pouvoir apprécier l'hiver, puis de sentir l'air frais, puis le petit son quand on marche sur la neige, puis de voir ces paysages hivernaux-là qui ont une magie, puis d'apprécier ces choses-là, je pense que ça va nous faire apprécier tout un pan de notre ville auquel il y en a beaucoup de nous qui tournent le dos. Et parenthèse, en fait, l'hiver, il y a plus d'initiatives citoyennes qu'en été, même parfois, parce qu'on a accès à un matériau qui est une richesse, là, la neige, là, les gens qui sculptent, qui font des bonhommes de neige, qui font des buttes de neige. Il y a manière vraiment d'amplifier ça. Là. Donc, s'il y a quelqu'un de la ville de Montréal qui écoute, moi, je pense qu'on devrait faire un concours de ruelles blanches, de faire une grosse campagne de partage d'idées, de tout ça. Puis à la fin, on juge les candidatures et les gagnants recevraient 50 000 $ pour un projet dans leur ruelle. Voilà. Projet, ça. J'ai une autre question qui est revenue aussi pas mal par courriel. Dans un contexte de crise climatique, comment s'assurer que dans la durée, ces installations hivernales ne deviennent pas des gouffres de dépenses énergétiques? Notamment par courriel, on avait une question au sujet comment on chauffe les terrasses, puis que c'était un sujet polémique, notamment en Europe. Donc, est-ce que vous avez des réponses par rapport à ça? Parenthèse, Isabelle, je vois qu'il est 14 heures, donc pour les gens qui doivent nous quitter, ils peuvent nous quitter. On va continuer un petit 15 minutes, c'est ça, je pense? Oui, juste un petit 15 minutes. Et pour ceux qui doivent nous quitter, sachez que tout ça est enregistré. Et à 2h15, on ferme tout. La question des terrasses est vraiment intéressante, là. Je pense que cet hiver, on devrait assumer qu'on va malheureusement gaspiller puis de l'énergie. Et moi, je serais de l'avis à permettre les feux là, à l'extérieur dans les mesures du possible avec les pompiers. Ceci dit, je pense qu'il y a clairement des méthodes d'être plus efficaces énergétiquement. Et même, je ne sais pas, si on se permet de rêver, là, je pense qu'il faut être innovant après ça. Est-ce qu'on peut designer des terrasses dont les bancs sont chauffants et alimentés avec… quand j'étais en Suède, la rue principale de Luleå, il y avait une usine à côté du centre-ville qui produisait de l'eau à 97 degrés Celsius comme déchets industriels. Ils ne savaient pas quoi en faire. La méthode de la ville de gérer ça, ça a été de faire des trottoirs chauffants. Dans ce cas-ci, c'était une économie circulaire. Finalement, c'était super logique. Puis ça créait du positif avec un déchet. Là. Donc, est-ce qu'il y a des moyens comme ça? Ceci dit, je pense que même les terrasses, là, qu'on fasse des placotoirs d'hiver sur nos rues principales, ça devrait être un des projets principaux, un des chantiers qu'on met en branle dès maintenant. Puis pas juste parce que je ne pense pas qu'on va avoir une foule sur ces placotoirs-là à moins 25 degrés, mais que l'infrastructure soit mise en place et que ça soit pensé avec les travaux publics pour que ce soit facilement déneigeable, pour que dès qu'on va avoir le 5-8 degrés, bien, on puisse permettre aux restaurants d'aller dans l'espace public à l'extérieur et de faire des terrasses.
Donc, on ne pourra pas attendre là, au 15 d'avril ou de mai là, pour avoir des terrasses extérieures, là. Donc, il y a des belles journées de terrasses qui commencent en mars. Puis, il va falloir mettre l'infrastructure en place pour permettre ça si on veut sauver nos restaurants. Et nous, on a exploré cette question-là des terrasses, puis on l'a un peu mis de côté, mais elle est encore présente, puis on juge que ça peut être vraiment intéressant des terrasses hivernales. Je pense que beaucoup de restaurateurs pourraient être intéressés par ça. Cela dit, c'est juste que cette année, dans toute cette réflexion-là, c'est une année particulière, puis les finances sont extrêmement difficiles. Les restaurants ont peine à rester ouverts. Donc, d'investir dans une terrasse, ça, en hiver, c'est presque impensable parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils essaient juste de garder la tête un peu hors de l'eau ou hors de la neige, si on peut dire. Puis, mais c'est cette idée de terrasse communautaire-là, elle a été discutée parce qu'on a fait de l'excès durant l'été. Tu sais. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que certains restaurateurs, quand même, c'est un changement de mentalité, hein, des terrasses communautaires comme ça dans l'espace public. Beaucoup préfèrent avoir leur propre terrasse, leur propre projet. Alors là, ça nécessite un investissement de leur part qu'ils n'ont pas présentement. Alors, il y a une espèce de... Mais je pense qu'il y a quelque chose que tranquillement, on amorce avec l'occupation du domaine public de plus en plus par les différentes initiatives, entre autres de la pépinière. Est-ce qu'on a pu faire cet été, mais ce que vous faites aussi, Olivier, de votre côté, hiver comme été. Mais je pense qu'on va vers quelque chose on va de plus en plus voir de terrasses, de plus en plus voir d'espaces communautaires, collectifs, de lieux puis l'hiver, ça viendra. Moi, je pense que j'y crois beaucoup. Là. Mais cette année, c'est peut-être pas la bonne année pour les restaurateurs à ce niveau-là en hiver. En tout cas, Juste nous, un mot sur le bilan carbone. Là, je pense que, tu sais, si on n'arrive pas à valoriser notre hiver, en hiver, on va continuer pour des années et des années à avoir le réflexe de l'auto, puis dès qu'on veut faire quelque chose, se déplacer en auto, dès qu'on veut profiter un peu de la vie, prendre l'avion, de mieux vivre notre hiver. Alors, il faudrait le mesurer avec des chercheurs, là, mais est-ce que ça va nous améliorer notre bilan carbone? Sans même chauffer les terrasses, on peut quand même créer des microclimats, puis des coupe-vents qui valorisent le confort. Et puis après ça, on a quand même une énergie très verte au Québec. Est-ce que Énergir, Hydro-Québec peuvent nous aider à faire des partenariats? C'est dépensez-y bien, là, mais il faut qu'on arrête de s'enfermer en hiver et mieux vivre ça. On va se le dire, pour toute activité qui est immobile sous une température de 5 degrés à moins 15 degrés, on peut y arriver avec un chauffage d'appoint puis des couvertes ou un mix de sauce. Plus on va vers le froid, en bas de moins 15 degrés, on oublie ça, là, les activités mobiles. Donc, ça prend. Donc, si on veut continuer cette culture-là de terrasse en milieu hivernal, je pense qu'on peut. Les Scandinaves le font assez bien, puis c'est avec des couvertes, avec une belle orientation, c'est en bloquant les vents. Puis c'est avec un chauffage d'appoint. Donc, il faut trouver des manières écologiques, en effet. J'aurais une dernière question avant de conclure. C'est pas mal orienté vers le quartier des spectacles, mais je pense que Jérôme et Olivier, ça serait bien d'avoir votre point de vue aussi. En tant que cœur de la culture montréalaise, comment allez-vous inclure les artistes locaux et les arts vivants dans vos activités? Bien, c'est ça. Les arts vivants ont été au cœur de la proposition cet été. Ils ont été aussi dans le design et cette fois-ci, on travaille ça beaucoup plus avec des concepteurs qu'on approche présentement, conception sonore, conception lumière. Et toutes les œuvres aussi, on prévoit de travailler, tout ça est une question de financement, prévoir de travailler à leur donner un souffle nouveau pour la proposition hivernale, parce que pour certaines d'entre elles, on les a déjà vues en exposition dans le quartier, dans le cadre d'une luminothérapie dans les années passées ou autres. Donc, de retravailler avec les artistes, designers de ces installations-là pour amener peut-être un petit peu plus loin la proposition et l'intégrer aussi dans cette espèce de parcours. Et c'est vraiment ça. Et c'est vrai que présentement, les arts vivants sont beaucoup moins présents dans le projet hivernal pour des raisons d'impact, pour des raisons budgétaires. On avait des choix à faire. Le budget est très petit avec lequel pour l'impact qu'on souhaite avoir. Et les arts vivants, si jamais c'est permis et que les règles sanitaires se relâchent,
on va certainement y avoir recours et réinviter nos artistes à venir performer dans les rues. Mais présentement, ce qui est envisagé, c'est davantage en installation, en conception, en effets visuels, des créations en projection vidéo. Fait que c'est plutôt dans l'art numérique et interactif et l'art urbain en installation qu'on investit pour cet hiver. Est-ce que Jérôme et Olivier, vous aviez quelque chose à rajouter? Est-ce que, Olivier, dans les 10 prochaines minutes qui restent, tu veux finir ta présentation? Ben, sans y retourner, juste dire, dans le fond, nous, nos projets cet hiver, c'est vraiment de regrouper ces initiatives-là au sein de réseaux hivernaux de proximité. Donc, je pense que la COVID, elle s'est beaucoup vécue dans les quartiers au printemps. Puis, tu sais, avoir des initiatives qui sont humbles, mais qui lient la ruelle blanche à la rue commerciale, au parc de proximité, ben, c'est finalement ces petits réseaux-là sur lesquels on s'attarde. C'est les projets qu'on est en train de monter. Puis après ça, il ne faut pas oublier le centre-ville pour un wow plus important, pour aller pour plus un hiver de destination, pour aller au Mont-Royal aussi pour cet hiver de destination-là. Mais je pense qu'il y a cet hiver-là de proximité au cœur des quartiers qui est à développer puis qui est à tester cet hiver. Puis c'est en partant de chez nous dans les ruelles blanches, en rejoignant ce qui va se passer sur la rue commerciale, puis pour aller jusqu'au parc. Puis c'est l'agencement, comment on crée les liens entre ces espaces-là. Donc c'est ça idéalement, on souhaiterait faire, puis qu'on est en train de monter ces projets-là. Ben, merci beaucoup. Si Catherine et Jérôme, vous n'avez rien d'autre à ajouter, je pense qu'on va conclure Il y avait quelques questions. Je vois peut-être juste une question qui j'aimerais juste un peu répondre. Ben, juste premièrement, parce qu'il y avait comme une vingtaine de questions avant la conférence, là, puis on les a regardées hier soir, puis c'est vraiment passionnant. Puis ça m'attriste un peu de ne pas pouvoir toutes les aborder, là, mais bien, c'est toujours ça, on essaye de faire court les webinaires. Bon, maintenant j'en choisis une au hasard, mais c'était comment adapter vos structures ou jeux Croquis Curl qui demandent d'être manipulés ou touchés en mode COVID-19. C'est juste parce que ça me fait ouvrir sur une autre perspective. C'est le nerf de la guerre, là, mais je pense qu'il y a certainement la notion de désinfecter, comme on le fait avec toute chose qu'on touche, même en été. En fait, je trouve juste que, tu sais, j'aimerais ça que dans les hivers qui s'en viennent, là, au-delà de la COVID, là, chaque personne chez soi ait des jeux, autre chose que des patins, là, mais qu'on peut amener au parc, puis qu'on peut amener sur la patinoire, puis jouer autrement. Est-ce que les parcs de proximité qui n'ont pas la place pour avoir des patinoires pourraient remplacer les terrains de pétanque par des terrains de curling ou de pétanque sur glace ou de shuffleboard? Il y a tellement de jeux à réinventer. Puis je trouve en tant que société, là, je trouverais ça vraiment beau. Tu arrives à Montréal puis, ou d'autres villes au Québec, là, puis tu vas dans des parcs, puis tu as plein de gens qui se rassemblent autour des feux, puis qui sortent leur propre kit, puis des jeux que tu as vus n'importe où ailleurs. Là. Puis je pense qu'on peut vraiment, le mot réinventer est très utilisé, mais réinventer notre hiver, puis triper pas mal plus, puis avoir des choses qui nous permettent de juste nous dire « Ah, regarde, là, j'ai pas le goût d'aller devant la télé ou sur mon iPad, là, j'ai le goût de sortir, puis d'aller jouer à mon curling fait maison. » Tellement de choses, il y a tellement d'opportunités. Puis en plus, Isabelle, on avait essayé, il fut un temps là, de faire un partenariat avec un constructeur de jouets de sport, là, parce qu'il y a un marché en plus, là. Il y a un marché. Vendez ça cet hiver, là, ça va se vendre comme des petits pains chauds parce que les patinoires vont être fermés pour les hockeyeurs par moment, tu sais. Puis là, elles vont être vides. Puis il y a les enfants qui vont tourner en patin en journée, mais à la tombée ou à l'heure du souper, là, il y aura des espaces libres là, pour jouer puis tester d'autres choses. Puis réinventer notre hiver au-delà de la COVID pour, sur le long terme, vraiment mieux le vivre. Voilà, c'était le mot de la fin. Un beau mot de la fin, réinventons l'hiver. C'est ça. Donc encore une fois, ce webinaire est enregistré. Vous allez pouvoir le retrouver sur le site web de la Pépinière Espace Collectif. N'hésitez pas à me contacter par courriel si vous voulez qu'on réponde à des questions qui n'ont pas été abordées durant le webinaire. Puis, je vous enverrai aussi dans les prochains jours un lien avec un sondage pour savoir comment vous aimeriez vivre cet hiver. Et en même temps, vous aurez le lien direct de la vidéo de cet après-midi.
Donc, merci à tous d'avoir participé au premier webinaire du laboratoire de l'hiver. On espère qu'il y en aura d'autres. Puis passez une bonne journée et surtout, prenez soin de vous. Merci tout le monde. Merci.